Bonjour Monsieur Berrier, est-ce que c'est bien votre nom, Berrier? Ah oui, oui, c'est mon nom de famille. Berrier, B-E-2-R-Y-E-R. Je vais vous dire, j'ai choisi Sim parce que c'est plus simple. Berrier, on savait jamais où foutre les R. Il y en a trois, un Y. On m'a appelé souvent Berrurier. Le héros de Frédéric Dard, il est beaucoup plus épais que moi. Donc Sim semble être le fruit des amours d'un étourneau et d'une pointe bique. C'est Michel Audiard qui dit ça. C'est pour ça que vous êtes devenu Sim et non pas fabricant d'objets liturgiques, pardon. Bah, écoutez, j'ai fabriqué pendant ma jeunesse des catafalques, des ciboires, des encensoirs, le petit sac qui fume, vous savez, des querelles. Et j'ai fait ça parce que j'ai fait plein de petits métiers, comme beaucoup d'artistes. Surtout les comiques, c'est assez curieux parce que tous mes copains comiques, mes collègues, je me suis rendu compte, j'ai appris par eux-mêmes qu'ils avaient fait beaucoup de métiers. Je crois qu'on doit se chercher avant de trouver. Alors moi, j'ai été dans les objets liturgiques avant de faire la scène. C'est ce qui permet peut-être d'amener des anecdotes après dans les sketchs et puis de trouver un petit peu les personnages. Bah, il est certain, vous savez, quand on fait rire, il faut avoir eu certaines expériences. Hein. On peut pas faire rire. Je trouve que le rire, il faut avoir une certaine maturité pour ça. Il faut avoir, comme je dis vulgairement, reçu des claques dans la gueule pour pouvoir en rire après. Alors, bon, j'ai eu une vie au départ qui n'a pas été facile dans le métier. J'ai bouffé pas mal de vaches enragées. Ça a été très dur, mais maintenant, j'en ai fait le principal de mon matériel. Ça va changer, c'est terminé, même avec l'époque de tous les médias qui sont comme ça, qui invitent plus ou moins les anciens ou qui gardent plus la place aux jeunes. Oh ben, la vache enragée, c'est terminé depuis longtemps pour moi, bien sûr. Vous savez, c'est un métier quand même difficile, où les places sont chères. Il faut vraiment être un professionnel, on n'attend pas. Il y a les amateurs partout, bien sûr, mais un peu, je dois dire que dans notre métier actuellement, il y a quand même beaucoup d'amateurs, il faut bien le dire, surtout dans la chanson. Mais dans le domaine du rire, il faut être carrément professionnel, sans ça, ça pardonne pas. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'un petit cercle de comiques. Ben, il n'y en a pas beaucoup, vous savez, on les compte sur les doigts de la main. Hein. Malheureusement, on en a perdu beaucoup, des comiques, hein, parmi nos plus grands. Et puis, ben, il n'y a pas beaucoup de renouvellement, bien sûr. Alors, actuellement, le seul dernier, c'est André Lamy qui arrive sur le marché maintenant. Mais il va falloir qu'il s'affirme, bien sûr. Parce qu'il est un petit peu précipité. On a l'impression qu'il a été mis là vraiment en dernière minute et qu'on le pousse vraiment derrière. Ah, c'est-à-dire que c'est un type qui a beaucoup de talent, il n'est pas tout neuf dans le métier, vous savez, ça fait bien 8 ans qu'il fait ça quand même, dans l'inconnu. Les gens s'imaginent qu'on a lancé un type tout de suite. Non, c'est qu'il a aussi appris son métier avant, mais personne ne le savait, ça. Vous avez fabriqué des bonbons Protex. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Ah oui, c'est-à-dire que pendant la guerre, comme on ne trouvait pas de bonbons, je coulais du sucre sur le marbre de ma cheminée, comme mon père avait un cinéma. Pendant l'entracte, avec ma petite sœur, pour se faire un peu d'argent de poche, on vendait du sucre caramélisé. Mais comme il fallait que ça soit bien protégé, j'avais un copain qui travaillait dans une caserne, c'était bourré d'Allemands, et les Allemands avaient des préservatifs. Ça s'appelait Protex. Et mon copain piquait les préservatifs et on enveloppait les bonbons avec. Vous étiez en avance, vous? On était très en avance. Vous savez, les préservatifs, il y a longtemps que ça existe. Hein. La qualité était la même? Ben, je peux pas vous le dire parce qu'à l'époque, on s'en servait beaucoup moins. Maintenant, évidemment, avec tous les dangers que représentent les choses de l'amour, on était obligé de s'en servir. Mais moi, ça m'a toujours gêné. J'ai l'impression de faire l'amour avec une béquille. Hein. Est-ce que vous pourriez nous dire un plat de votre enfance, une ambiance de repas, quelque chose qui vous laisse un souvenir à cette époque-là? Vous savez, moi, je suis né dans les Hautes-Pyrénées, alors c'était la garbure. La garbure, c'est une sorte de soupe aux choux qui mitonne lentement et longtemps. Et c'est fait avec du jambon, du lard, de la couenne de lard, avec des haricots, avec du chou. Il fallait faire mijoter ça sur le coin du feu pendant toute une journée. Hein. À propos de restaurant, vous avez eu des petites histoires à nous raconter, par exemple, dans un restaurant très chic avec Dalida, ou alors les oranges givrées chez un président de la République, ou alors le Ménat dans un 3 étoiles. Bah, avec Dalida, bon, c'était une brave copine, on a bien regretté qu'elle nous quitte beaucoup trop tôt, mais j'ai beaucoup ri avec elle. Une fois dans un restaurant, on arrive, il n'y avait personne dans le restaurant, dans un restaurant très très chic, en tête du guide Michelin, et je vois le maître d'hôtel, une sorte de laquais, Louis XVI, il était habillé avec une perruque et tout ça. Il me regarde, moi j'étais un peu inconnu, il dit à Dalida, « Oh, Madame Dalida, quel honneur pour nous, permettez, je vous sers moi-même. » Alors elle avait commandé un potage, alors il prend la louche, il avait viré tous les petits garçons, enfin il voulait servir Dalida lui-même. Il était très comme ça,
Oh, Madame Dalida, alors il prend une louchée légère de potage, et au moment où il va balancer la louche de potage dans l'assiette de Dalida, plaf, il lui cloque un bout de carotte sur le corsage, et là il fait « Oh merde, le vernis avait craqué ». Et à propos de Jean Nohain, à propos d'un voyage en avion sur Deauville, vous vous rappelez? Bah, je pense bien, vous savez, j'ai marqué ça, j'ai consigné ça dans un livre autobiographique qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle toujours, car il est toujours en vente. Elle est chouette ma gueule. Et parmi mes meilleurs souvenirs de canular, bien sûr, j'ai toujours aimé ça. Je me trouve dans un petit avion privé avec Jean Nohain et le pilote, bien sûr, nous étions 3. Et Jean Nohain avait l'habitude de récupérer en dormant un peu n'importe où, il avait la faculté de dormir n'importe où. Alors il se colle derrière, il nous dit, il fait, Charlie, ça ne me dérange pas, je vais dormir derrière pendant que vous allez piloter, on va faire le voyage, ça va être très bien, moi je vais pouvoir me reposer. Pendant qu'il dort, je dis au pilote, je lui dis, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une blague de très très mauvais goût, d'un mauvais goût très sûr. Alors, Jean Nohain, vous allez me passer les doubles commandes. C'était un avion pilote à double commande. Puis moi, j'avais fait mon service militaire dans l'armée, de l'air, et j'avais piloté 2 ou 3 fois des petites choses comme ça. Alors je prends le truc, et je réveille Jean Nohain. Je lui dis, Jean, il y a le pilote qui s'est trouvé mal, et le pilote était affalé sur son fauteuil, et jouait bien la comédie, il râlait, il faisait, et Jean Nohain dit, oh non, Dieu, est-ce que vous avez déjà piloté un aéroplane? Il employait des termes comme ça. Je lui dis, non, jamais. Vous savez pas piloter? Je dis, non. Il dit, alors, dans ce cas, je vous donne l'ordre d'atterrir tout de suite. Vous vous rendez compte? C'est ce qui est le plus dur. Sim, si on parle un petit peu de l'événement Grosse Tête, vous y êtes au moins depuis 10 ans, à peu près. Il y a eu la période vraiment Sim, vous y revenez un petit peu en ce moment, même beaucoup. Alors, les Grosses Têtes, c'est Philippe Bouvard qui, comme ça, vous appelle, vous dit, tiens, tu viens aux Grosses Têtes, il y a tel, ou vous venez... Ah ben non, on vient pas comme ça, selon notre propre gré. C'est un panel qui est organisé. Vous savez, tout ce qui a l'air improvisé est quand même très, très structuré, très organisé, bien que ce soit complètement improvisé. Moi, ça fait 10 ans, vous avez raison, juste que je fais les Grosses Têtes, mais par à coup. Là, par exemple, j'ai joué une pièce de théâtre avec Victor Lanoux qui s'appelle Le Tourniquet. Je suis resté absent des Grosses Têtes pendant 4 mois. Alors, mais je fais partie de ce qu'on appelle les piliers de l'émission. Chaque fois qu'on est en liberté, on revient. Mais on fait savoir à Philippe Bouvard que nous sommes libres. Jacques Brel, vous avez bien connu Jacques Brel? Très bien, oui. Vous nous en dites quelques mots? Pour les gens qui ne connaissent pas Jacques Brel, qui ont vu en dehors du chanteur. Oh oui, mais peu de gens ne connaissent pas Tout le Jacques. monde le connaît, mais Ouais. des anecdotes que vous avez vécues ensemble. Ouais. Oui, c'était un vrai tribun, Jacques. Il était un peu le reflet de ses chansons lui-même. Il avait un caractère assez difficile, c'est un type extrêmement volontaire, avec lui-même comme avec les autres. Et puis, il avait un grand cœur. Je me souviens d'une fois, moi, j'étais aussi inconnu que lui, et nous habitions un petit appartement en commun à Montreuil. Et on se tapait 10 km à pied, en traversant tout Paris, pour éviter de laisser notre cachet de cabaret dans le taxi. Et moi, un jour, j'ai eu un coup de bourdon, et puis lui aussi. Et arrivé sur un banc du boulevard Montparnasse, il a voulu casser sa guitare parce qu'il ne trouvait pas d'engagement. Alors je me suis précipité, j'ai empêché de casser la guitare. Je lui ai dit, écoute, Jacques, ne casse pas ta guitare, on ne sait jamais, tu peux devenir une vedette un jour. Alors il n'a pas cassé sa guitare. Et puis quelques jours après, moi j'ai eu un coup de déprime, et j'avais acheté un billet de chemin de fer pour rentrer dans ma province. Et il l'avait appris. Et devant juste à l'endroit où j'avais empêché de casser sa guitare, il m'a mis la main dans ma poche, il a trouvé mon billet, il l'a déchiré en deux, il m'a dit, souviens-toi de la guitare. Alors c'est symbolique, bien sûr, parce que c'est pas parce que j'ai évité la guitare et lui mon billet de chemin de fer que nous n'aurions pas réussi. Mais je suis très heureux de pouvoir citer Jacques Brel avec cette belle histoire. Vous êtes non que Bordeaux, au point de vue vin. Alors, au point de vue vin, vous êtes comment? Vous êtes plus bourguignon, plus Bordeaux, plus Bourgogne? Ben, écoutez, c'est comme si vous me disiez, est-ce que vous aimez mieux l'Alsace que la Bretagne, par exemple? Je trouve que la France est un merveilleux pays, il y a tellement de bonnes choses. J'ai du mal à choisir, si vous me dites, est-ce que vous préférez le Bordeaux, est-ce que vous préférez le Bourgogne? Je crois que je dois aimer autant l'un que l'autre. Vous savez, quand on aime une femme, c'est quand on aime le vin. Il y a des belles filles, il y en a des blondes superbes, et il y a des brunes superbes. Alors, je mets tous ces vins-là dans la même bonne bouteille. Vous voyez une fille, c'est laquelle qui vous... dans quoi vous voyez que cette fille-là vous plaît? Dans l'œil, le nez, le menton, les jambes? Non, c'est celle qui sent le moins le bouchon, quoi, c'est tout. Vous avez toujours le bon tour de vis? Oui, j'ai le bon tire-bouchon en tous les cas. Pour vous, l'amour, c'est toujours au jour le jour ou tour à tour? Je crois que le véritable amour, c'est toujours. Ça peut être au jour le jour et tour à tour aussi. Ça dépend du temps qu'on a.
du parcours qu'on fait. L'amour, ça concerne aussi l'amitié. C'est tout un dérivé de l'amour. L'amour, il y a beaucoup de choses. Il y a la sympathie. Je crois que l'amour dans le monde, ça devrait être, malheureusement ça ne l'est pas, mais ça devrait être tout. Vous aimez les porte-jartelles, les banylons? Ah oui, je suis un amateur. Je dois dire que j'aime tout ce qui est féminin, tout ce qui est joli, mignon. Là, je fonds là, quand vous parlez de ça. Je vous vois pas avec votre barbe avec un porte-jartel, mais enfin... Hein. Mais des caleçons, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour ce bon moment, Sim, mais je crois que sinon on veut prolonger cet entretien de bonne humeur, on achète votre livre. Oui, et puis alors je dois vous signaler, très important, que je vais passer dans le courant du mois de mars dans votre région avec Victor Lanoux. On va jouer le Tourniquet au théâtre. C'est une superbe pièce. Dans la région? Dans la région, on va faire Dijon, on va faire Châlons, on va faire probablement Beaune. On est là, on est parti en province pour 4 mois. Merci Sim. On vous revoit bientôt. Est-ce que vous pourriez nous faire un... Salut, c'est Sim qui vous parle avec Charlie sur Cassis.